On est de retour sur le balado Être femme. Je m'appelle Isabelle Labrie, je suis physiothérapeute et aujourd'hui, je reçois Renée Bigra, qui est aussi physio, qui est une collègue avec qui j'ai étudié à l'université. Allô, Renée? Allô Isabelle. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de la réalité d'être soignante et maman, parce que toi, tu as 2 enfants, puis, tes enfants sont arrivés dans des circonstances un petit peu particulières, puis ont nécessité des soins. Donc, je voulais voir avec toi, là, comment qu'on vit cette réalité-là, comment qu'on assume le rôle et de maman et de soignante et qu'on est capable aussi de prendre soin de soi. Donc, je te laisse te présenter, explique-nous un peu ton parcours professionnel, puis aussi comment que tu es devenue maman, là, de ta première, quand on était aux études. Parfait. Ben, au niveau professionnel, pour commencer, moi, ce mois-ci, je fête mes 15 ans, en physiothérapie, comme professionnelle de la physio. J'ai fait dans un premier temps la technique en physiothérapie. J'ai travaillé comme technologue en physio, pendant les 4 ans et demi, dans le fond, de nos études universitaires qu'on a faites ensemble. Et puis, par la suite, comme physiothérapeute, là, en clinique privée, puis en enseignement. Les enfants, j'en ai 2, comme tu le disais, donc Liliane qui a 13 ans, puis Charles qui a 7 ans. Donc pendant qu'on était aux études, dans notre deuxième année, de bac en physio, donc j'étais enceinte de Lily, avec un accouchement qui était planifié à la fin de la session, au mois de mai. Et puis, mon suivi de 26 semaines en janvier, suivi médical qui s'est pas passé tout à fait comme je m'y attendais. On m'a transférée au CHUL parce qu'ils suspectaient une prééclampsie. Fait que j'ai été transférée au CHUL. Il y a des tests supplémentaires qui ont été faits qui ont confirmé la prééclampsie. Fait que j'ai été hospitalisée dans l'unité de grossesse à risque élevé là, dont tu as parlé dans un autre épisode du balado là, il y a pas si longtemps. Et puis, pendant presque 4 semaines avant d'accoucher, à 29 semaines et quelques de Lily. Fait qu'elle était pas mal prématurée, 1,7 livres à la naissance ou 810 grammes. Puis mon deuxième, Charles, qui a maintenant 7 ans, lui, j'ai été suivie beaucoup, 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 beaucoup au CHUL avant l'accouchement, justement considérant la prééclampsie que j'avais faite, quelques années, 6 ans plus tôt, en fait. Et puis, avec une césarienne qui était planifiée à 37 semaines à cause de mon état de santé médicale à ce moment-là. Finalement, j'ai, eu la césarienne une journée avant, donc Charles est considéré comme prématuré, mais, de pas beaucoup là, c'est 36,6 et quelques poussières. Donc, c'est ça. Puis, ben, Charles, dans ma tête, initialement, c'était le petit bébé que j'avais rendu, je vais dire à terme là, parce que j'accouchais à 37, c'est ce qui était planifié. Puis avec lequel j'allais repartir à la maison 1, 2, 3 jours plus tard après le petit séjour, standard à l'hôpital en s'assurant que tout aille bien. Puis, là, ça a été, le coup de poing d'en face parce qu'on n'est pas reparti à la maison avec Charles à ce moment-là. Charles a été hospitalisé, dès sa naissance parce qu'il était beaucoup plus petit que ce que toutes les échos avaient suggéré, puis il y en a eu, une coupe au fil du temps. Puis non seulement ça, mais il respirait pas très bien, puis il comprenait pas pourquoi. Il arrivait pas à savoir, fait que c'est ensuite dans les semaines suivantes un défilé d'examens médicaux pour trouver qu'est-ce qui se passe avec lui. Arrivé à la conclusion après différents examens, on pourra en reparler si tu veux, mais que Charles a une maladie orpheline, ça s'appelle un syndrome d'incisive maxillaire centrale unique avec une holoprosencéphalie microforme. Ça fait beaucoup de lettres au Scrabble, tout ça. Puis le moment du diagnostic a été, olé olé aussi, mais c'est ça. Fait qu'après ça, il y a eu une prise en charge. Ben, en fait, il y avait déjà une prise en charge, mais ils ont entamé là, les suivis nécessaires là, pour le petit bonhomme. Puis, tu sais, on entend parler beaucoup de la fatigue de compassion, du trauma vicariant chez les soignants. Tu sais, on est quand même dans la relation d'aide en physiothérapie. Il y a quand même des gens qui s'ouvrent à nous, qui se confient, d'être la maman d'enfants qui ont eu besoin de soins particuliers, puis qui encore à ce jour ont besoin de soins.
Est-ce que tu as l'impression que ça ajoute une couche de fatigue de compassion ou, toi, tu as pas ressenti ça? À Liliane, c'est sûr qu'il y avait, tu sais, il y avait un certain délai. Elle était très prématurée, elle était petite. Il y avait des choses qui c'était normal qu'elle était pas capable de faire encore. Comme par exemple, avant 34 semaines, les enfants sont pas capables de boire naturellement que ce soit, tu sais, par la bouche, au biberon ou au sein parce que le système nerveux, il est pas encore assez mature pour faire ça. Fait que là, ben, on pallie avec un gavage pendant un certain temps, puis après ça, le temps de leur apprendre à prendre le sein, à boire au biberon, en fonction des choix qu'on fait. Fait que ça, c'est des choses comme normales, si on veut, en fonction du fait qu'elle est arrivée plus tôt. C'était pas des choses qui étaient comme super, inquiétantes, ben, pour moi à ce moment-là, parce que c'était tel qu'attendu en fonction de sa prématurité, puis à laquelle on avait été préparés aussi. On le savait, quand je suis rentrée à l'hôpital à 26 semaines, on nous a bien expliqué tout de suite que ça se pouvait que j'accouche le lendemain ou le surlendemain ou la journée d'après. C'était une journée à la fois en fonction de l'évolution, heu, de Lily, fait que du bébé et de moi. Fait que c'était une des 2 finalement qui décidait quand est-ce que c'était le mieux de la sortir pour qu'on reste toutes les 2 bien en santé puis qu'on ait les meilleures chances possibles là, qu'elle se développe bien. Fait qu'à ce moment-là, ça a été un petit peu un feu roulant, mais je sais pas comment dire. Ça a bien été dans la lourdeur qu'il y a eu, puis dans les petits défis qu'il y a eu. Lily, malgré qu'elle était toute petite, elle a super bien évolué. Elle a fait toutes ses étapes, puis elle a mis les crochets dans sa feuille de route au moment où il fallait que ça arrive. On a été vraiment chanceux dans notre malchance. Puis, à travers ça, je te dirais que, ben, moi puis mon chum aussi, on était en mode, il y a un ours dans la pièce, là. Tu sais, le système nerveux, là, il se met à high puis il dit: «OK, qu'est-ce que je fais? Situation d'urgence qui se prolonge, mais situation d'urgence, il faut que je gère. J'ai pas tant le temps que ça d'avoir des grosses émotions parce que il faut que je gère. C'est quoi qu'il faut que je fasse pour que ça se passe le mieux possible, puis que ça aille le mieux pour elle, que ça aille le mieux pour moi, qu'on récupère le plus rapidement possible?» Fait que je te dirais cette fatigue-là, puis on a eu en même temps aussi, on a eu la chance d'avoir un réseau de soutien exceptionnel autour de nous, là, la famille, les amis, tout le monde, les proches, les moins proches. Moi, j'étais à l'université, tu l'as dit, tu sais, mes collègues, étudiants à l'université avec qui je travaillais ont été fantastiques parce que j'ai continué ma session universitaire en même temps. Bien dosé, bien ajusté, tout ça, là, c'était mon souhait. Il y a personne qui m'a forcé à faire ça. J'ai un soutien incroyable de l'équipe à l'université aussi. Mais ça allait tellement vite, on était vraiment en mode, adrénaline. Tu sais, fallait gérer. Fait qu'on gérait, puis on n'a pas pris le temps de vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est à peu près un an plus tard, là, quand elle a eu sa fête, là, puis que là, on a fait comme: «Ouf, tabarouette, c'est une grosse année, hein?» Ça a été tough. On a été chanceux d'être bien accompagnés, ça a été difficile. Pour Lily, il y a eu quand même des suivis qui se sont prolongés un petit peu dans le temps, mais pas parce qu'elle allait pas bien, parce qu'il y a des suivis systématiques avec certains critères pour les enfants qui naissent de façon prématurée ou vraiment avec un petit poids de naissance, qui permet là, d'aller dépister s'il y a des problématiques, de les référer aux bons endroits aux besoins, puis d'avoir aussi pour les différents soignants des données scientifiques pour voir un petit peu l'évolution de ces tout petits cocos-là au fil du temps. Fait qu'il y a eu des rendez-vous, mais c'est des rendez-vous, statutaires planifiés auxquels on se sentait un peu imposteur parce que notre fille, elle allait super bien, beaucoup plus que ce que la majorité, des enfants à s de avec la même condition qu'elle, initialement, pouvaient aller. Fait que ça a passé un peu dans le beurre. Ça, c'est vraiment comme l'expérience avec Lily. Avec Charles, comme je te dis, là, ça a été une surprise. On n'était pas préparés, on n'avait pas eu le temps d'être préparés. Moi, comme j'ai dit tantôt, je repartais avec mon bébé là, dans ma tête. Fait que un petit coup de poing, ressortir le tire-lait, l'hospitalisation qui recommence aussi. Lily avait été presque 3 mois au CHUL. Charles s'enlignait aussi pour initialement quelques jours, quelques semaines. Oh, ça s'est prolongé aussi. Ça a été plus difficile. Là, ça a été vraiment plus difficile, puis sachant qu'il y en avait une autre qui nous attendait à la maison aussi en même temps, la gestion, l'énergie, la fatigue, les émotions, c'était moins prévisible. On ne savait pas où on mettait les pieds. Initialement, il comprenait pas qu'est-ce qui se passait pour Charles. Donc le temps qu'il cherche, qu'il trouve, sa vie était pas en danger à court terme, mais il se demandait, puis
C'était difficile. Émotivement, c'était vraiment, vraiment, ça a été vraiment, vraiment beaucoup plus difficile. Puis là, le mode adrénaline, il a beaucoup moins embarqué. Puis, tu sais, il y a des études qui nous disent que les parents, surtout les mamans qui vivent des situations comme ça, donc ils vont recevoir un diagnostic soit de maladie neurodéveloppementale, neuropsychiatrique, des maladies orphelines, ils vont être beaucoup plus sujets à développer des symptômes de stress post-traumatique. Est-ce que toi, tu as l'impression que tu fais partie des gens, justement, tu sais, tu parlais de l'ours dans la pièce tantôt. Est-ce que tu as été tellement en hypervigilance que a posteriori, tu dis: «Oui, j'ai eu des symptômes, pardon, de stress post-traumatique». Je pense pas. C'est intéressant cette statistique-là, j'avais jamais, entendu. Hem, je pense pas, honnêtement. L'année qui a suivi, Charles est né en 2019. L'année qui a suivi, ça a été l'année, de pandémie. Donc, au moment, prévu du retour au travail, après le congé de maternité, le congé parental, une prolongation du congé parce que Charles avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'examens encore à l'hôpital, une prolongation du congé avec, l'assurance emploi, pour, proche aidant d'un enfant malade, là. Je me souviens pas exactement du titre exact, là, que j'ai eu pendant quelques mois aussi, là, pour venir pallier à ça. Juste avant le moment où c'était prévu de retourner travailler, finalement, on n'est pas retourné travailler parce que la pandémie est arrivée avec le confinement, tout ça. Puis là, à cause de facteurs multiples en lien avec la pandémie, en lien avec la santé de Charles, en lien avec, tout plein d'affaires au niveau personnel aussi, au niveau familial, ça a été vraiment plus difficile. Là, ça a été vraiment plus difficile, de façon temporaire, sur quelques mois. On s'en est bien sortis. Encore une fois, on a été très bien entourés malgré la pandémie et puis, ça a été correct. Mais je pense pas qu'il y a de post-traumatique. L'hypervigilance, par exemple, définitivement. Ben, puis là, je ne sais pas si c'est directement en lien avec la situation de mes enfants puis leur début de vie ou peut-être un trait de personnalité de base chez moi aussi, mais de rester bien allumé rapidement sur les problématiques potentielles qui peuvent arriver, en essayant de pas être dans le trop non plus parce que faut vivre et laisser vivre puis les laisser se développer à leur rythme, mais définitivement une petite hypervigilance, à ce niveau-là. Puis dans tout ce continuum de soins-là, est-ce qu'on vous a offert à un moment donné, tu sais, est-ce qu'on a dépisté des troubles de santé mentale chez les parents ou est-ce qu'on vous a offert un soutien psychosocial, que ce soit à l'unité néonatale avec, ta première, au travers de tous les rendez-vous, toutes les multiples, spécialistes que vous avez rencontrés avec Charles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est soucié de votre santé mentale en tant que parent? À l'unité néonatale, pour les 2, à des moments différents puis pour des raisons différentes, sans même qu'on ait besoin de le demander, c'est arrivé qu'il y avait, par exemple, une travailleuse sociale, qui venait directement au chevet. Fait qu'elle, par exemple, avait été avisée, tu sais, l'équipe de TS avait été avisée que, bon, il y avait un changement au niveau de l'état de santé, il y avait une intervention qui s'en venait, qui pouvait engendrer du stress, ou il y avait des démarches à faire, par exemple, pour avoir un soutien financier XYZ parce que là, bon, bébé changeait de catégorie, là, si on veut, au niveau gouvernemental dans les aides qu'il peut avoir. Fait qu'à l'unité néonatale, sincèrement, heu, on n'avait pas besoin de demander. Il anticipait ces moments-là des présences. Puis, il se timait, là, si on peut dire, sur les moments où nous, on était présents. Fait que, tu sais, bon, il savait que, mettons, moi, j'arrivais toujours vers 8 heures le matin, ben, à 8h30, elle venait, puis elle dit: «Ah parfait, je suis contente que tu sois arrivé, je suis travailleuse sociale, j'aimerais ça qu'on jase un petit peu». Puis là, ben, il faisait quand même un petit dépistage. En plus de la requête précise pour laquelle il était venu, il faisait quand même un petit dépistage. Hem, à part de ça, par exemple, pas vraiment, pas vraiment. Tu es la maman de, tu es le papa de, autant à l'interne qu'à l'externe. J'imagine que si tu soulignes un besoin X, Y, Z à voix haute, ils vont l'entendre, je l'espère en fait, pour tous les parents de ce monde, mais sinon, pas en dehors de ce cadre-là. Puis je vais revenir là à ton histoire avec ta première Lily, là, tu dis, tu sais, elle a fait toutes les étapes qu'on s'attendait. Toi, en même temps, tu avais des connaissances comme physiothérapeute sur c'est quoi la prématurité au niveau du développement moteur, entre autres. Est-ce que tout de suite ton cerveau de physio a embarqué ou tu as été capable d'être pleinement dans ton rôle de maman ou tu étais toujours en train d'analyser
analysé un petit peu les étapes qu'elle faisait, ce que les intervenants venaient discuter, les interventions qu'ils faisaient sur elle. Ton regard, est-ce que c'était maman ou un peu des 2? Ah, définitivement les 2. On était en plus en session de pédiatrie à ce moment-là, fait que mais définitivement les 2. Je ne peux pas ne pas analyser s'il arrive quelque chose au mieux de mes connaissances en sachant qu'il y a tout plein de limites. C'est pas mon champ d'expertise, ça l'était encore moins à ce moment-là, mais c'est certain que j'ai révisé bien des affaires, puis j'ai fait beaucoup de lectures en parallèle pour m'assurer d'être bien outillée, puis savoir où on mettait les pieds. Qu'est-ce qu'on attendait? C'était quoi les affaires à screener puis à dépister de: «Oh, si ça arrive ou si ça arrive pas, ça veut dire qu'on suit pas le cours normal ou ce qui serait supposé se passer». Ben, pour tout de suite être capable de le nommer puis d'intervenir au besoin, ça, je peux pas m'en empêcher, là, dans la vie en général, là. Fait que tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est Avec parce que c'est dans ta personnalité ou c'est parce que tu avais l'impression que vous étiez pas assez informés, parce qu'il y avait pas assez de soins qui vous étaient offerts ou c'est vraiment, tu sais, personnellement, tu t'es donné cette mission-là d'être comme la mère soignante en même temps? je pense pas que c'est une mission que je voulais me donner. Je pense que c'est vraiment plus un trait de personnalité. Je suis pareil, en regardant quelqu'un qui marche dans la rue, hein, on va analyser comment il marche, dire: «Oh, le bobo, il est au genou gauche avec le type de boiterie qu'il a», puis tout ça. Ce petit regard-là, ces yeux-là, j'ai bien de la misère à le mettre de côté. Ce qui m'empêche pas d'avoir mon rôle de maman, mais ce qui fait en sorte que, heu moi, j'ai besoin d'être bien informée. J'ai besoin de savoir où on s'en va. Si je le sais pas, je trouve ça plus inquiétant que d'autres choses. Quoique, des fois, de savoir vraiment tout ce qui peut arriver, c'est aussi inquiétant. Mais c'est comme la contrepartie par rapport à ça. Par contre, ben là, je vais peut-être te devancer, mais le fait de travailler en santé, puis d'avoir quand même des connaissances qui sont adéquates dans plusieurs domaines, ou minimalement des connaissances de base, sans être experte dans tout, là, vraiment pas, là, ça fait en sorte qu'on peut garder une vigilance aussi sur le suivi puis sur le dossier parce que, de notre enfant, parce que malgré que je veux dire, moi, je suis convaincue dans la vie que tous les soignants que nous sommes, au public, au privé, on a à cœur le bien-être de nos patients, puis de favoriser leur santé, puis une bonne évolution. Par contre, le système dans lequel on évolue, puis ça, c'est un autre sujet, est pas facilitant dans cette direction-là tout le temps. Puis ça peut faire en sorte qu'il y a des erreurs qui arrivent, ça peut faire en sorte qu'il y a des soignants qui sont poussés à la productivité en termes de temps passé par un patient. Puis encore une fois, c'est pas de la mauvaise volonté, je tape pas sur la tête à personne, mais les indicateurs de performance, la façon dont on roule nos rendez-vous fait en sorte que, ça va vite. Faut que ça aille vite. Fait que, ben, je dis «faut» avec des gros guillemets, mais faut que ça aille vite. Fait qu'échapper des affaires, ça arrive. Fait que moi, je me suis dit: «Je l'ai le background pour être capable de comprendre ce qui se passe. Je vais m'assurer de poser les questions, de suivre le dossier adéquatement pour être capable de devenir un peu l'intervenant pivot pour mon enfant». Ce qu'on devrait pas avoir besoin de faire, mais à quelques reprises, ça a quand même été utile puis porté ses fruits. Puis justement, est-ce que dans tes interactions avec les autres professionnels ou les médecins spécialistes que tu as rencontrés, ça amène une dynamique particulière? Tu sais, moi aussi, là, mon garçon, il est prématuré. On a eu beaucoup, beaucoup de rendez-vous dans les premières années. Puis des fois, quand que je mentionnais que j'étais physio, ben là, c'est comme si soit c'était bien accueilli, puis «Ah OK, oui, on va pouvoir se parler, puis ça va être plus facile» ou d'autres fois, j'avais l'impression que c'était comme une espèce de petite confrontation qui s'installait sur c'est qui va avoir le dernier mot, qui a raison. Mais tu sais, au final, théoriquement, on est tous là pour le bien-être de l'enfant. Est-ce que toi, tu as vécu un peu des situations où tu avais l'impression que la dynamique était particulière à cause que tu étais physio? La majorité du temps, ça s'est vraiment bien passé. On a eu affaire à des soignants qui étaient vraiment super, pertinents puis engagés, puis c'est le fun de pouvoir jaser le même langage aussi, puis de se comprendre, par rapport à ça. Puis qui prenaient le temps quand même d'expliquer, quoique j'étais un petit peu tannante, puis je leur ai pas laissé le choix de prendre le temps, parce que je posais des questions, puis je voulais les réponses à ces questions-là. Même si des fois la réponse c'est: «Je le sais pas», mais parfait, c'est correct, mais je veux le savoir si on le sait pas, puis qu'est-ce qu'on regarde par rapport à ça.
Il y a certains intervenants, puis c'est comme partout, que tu le sens dans le non-dit que: «Ah, bon, elle est juste physio, de quoi je me mêle? Elle est pas experte dans tel domaine, blablabla». Puis c'est vrai que je suis pas experte dans ce domaine-là, mais on a assez de littératie en santé pour comprendre quand même bien des choses, puis pour, si on le comprend pas, être capable d'aller chercher aussi les informations. Puis je dis ça comme travaillant en santé, mais maintenant avec, heu, l'accès à la technologie, tous les parents sont capables d'aller chercher des informations de base quand même assez aisément sur internet. Il faut se garder en tête qu'il y a un bémol à tout ça, qu'il faut être capable d'aller chercher la bonne information au bon endroit pour s'assurer qu'elle soit fiable. Le loup nous, c'est un avantage peut-être qu'on a par rapport à ça parce que c'est plus facile de screener finalement les infos fiables versus celles qui le sont moins. Mais, on a des outils pour aller chercher des informations, puis il faut pas hésiter à en poser des questions, faut pas hésiter à aller à demander la justification en arrière, pas pour être dans la confrontation, mais c'est vrai qu'il y a certains professionnels avec lesquels on gravitait qui se sentaient peut-être challengés par rapport à ça. Puis l'objectif était pas de remettre en question leur choix, mais de comprendre pourquoi on fait ça, la majorité du temps. En même temps, tu restes comme parent l'expert de ton enfant. Fait que même si tu te présentes là dans une posture uniquement de parent, ben tu devrais être reçu comme je suis l'expert de mon enfant parce que je passe 24 heures sur 24 avec. Fait qu'il devrait pas avoir de dynamique un peu de confrontation. D'entrée de jeu, tu as parlé là, de la façon que tu avais reçu le diagnostic de Charles qui s'est fait assez particulièrement. Tu sais, entre autres, là, dans les études, il y a une étude intéressante de 2025 qui a montré que là, c'est une traduction libre, là, la trahison institutionnelle. Donc, quand le système, soit de santé ou d'éducation, échoue à remplir leurs obligations, ça peut augmenter justement les symptômes de stress post-traumatique et les symptômes d'anxiété chez les mères qui accompagnent leur enfant malade. Raconte-moi un peu le diagnostic de Charles. Ben, Charles, comme je te disais, initialement à la naissance, ils l'ont transféré en néo rapidement parce qu'il était plus petit qu'anticipé, il pesait 4,5 livres. Fait qu'à cette, grosseur-là, si on veut maintenir la température corporelle, c'est difficile. Donc souvent, ils vont les mettre, en incubateur pour être capable de réguler la température ambiante finalement, puis de leur donner une petite chance par rapport à ça pour pas qu'ils dépensent toute leur énergie à se réchauffer. À part de ça, ben là, moi, j'ai eu une césarienne, fait que des fois, les petites voies respiratoires sont un petit peu obstruées, fait qu'ils essayent avec, un petit tube de venir aspirer finalement le liquide qui peut s'être, inséré un petit peu dans les voies respiratoires, puis là, ben, ça marche pas. Ils sont pas capables de rentrer le tube, fait qu'ils prennent un tube qui est plus petit, puis ça marche pas, puis ils prennent un tube qui est plus petit, puis ça marche pas non plus. Ils respiraient quand même, là, c'était pas paniquant, sur le moment, mais pas capable, même en allant chercher les petits, petits tubes pour les tout petits mini prématurés, ça marchait pas bien, ça passait pas. Fait que là, ils font comme: «Oh, attends un petit peu, qu'est-ce qui se passe dans ses voies respiratoires, dans son nez finalement, qu'on voit pas, qui est caché à l'intérieur, mais c'est peut-être trop étroit». Fait que, il le transfère en néo, le stabilise. Il respirait bien quand même, là, mais il dépensait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour respirer. On fait venir, une ORL le lendemain qui a essayé de l'examiner en mettant sa petite caméra dans son nez, là. C'est comme un petit fil avec une caméra au bout. Ça rentrait pas non plus. Fait qu'elle a dit: «Bon, probablement cette problématique-là qui pourrait, être en ligne de jeu, comme il est capable de quand même respirer, boire, on va lui laisser une petite chance. On le garde en surveillance pendant quelques jours, on s'assure qu'il est capable de prendre son poids et cetera. Puis, si tout ça, ça va bien, même si ses voies sont un petit peu plus étroites, ben s'il est capable de respirer comme il faut, de boire comme il faut, puis de prendre du poids, ça veut dire que c'est quand même bien contrôlé puis qu'il peut vivre sa petite vie. Fait que parfait, on reste à l'hôpital. Là, je me souviens pas, Isabelle, exactement combien de temps. Une semaine et demie, en tout cas, ils sont rendus à nous donner le congé de Charles pour, la maison, puis la, pédiatre, en néo là, qui est là, puis qui fait son examen de sortie, là. On a remonté, ils nous ont dit: «Charles peut sortir demain, tu peux apporter ton banc de bébé», tout ça. Fait que nous, on rentre à l'unité néonatale avec notre banc. Ça, c'est un grand jour. Pour tous les parents qui ont un enfant hospitalisé, c'est comme: «Yes, enfin, on s'en va à la maison, on sort d'ici». Puis nous, on l'avait vécu pendant presque 3 mois avec Lily avant aussi, là. Fait que là, on s'en sort avec, juste une dizaine de jours. On est bien contents. Heu, puis pendant que la médecin fait son examen de sortie, heu
Charles a eu une drôle de réaction. Il a il a pas il a pas eu une apnée à proprement parler. Il a pas vraiment arrêté de respirer. Il a pas vraiment eu de free game avec son cœur non plus, mais physiquement, ça a paru qu'il y a eu une drôle de réaction. Puis là, on s'est regardés toutes les 2 puis elle a dit: «Tu sais, tu comprends bien, vous comprenez bien» parce que là, je parle au jeu depuis tantôt, mais mon chum est là, il est impliqué au bout, dans tout ça aussi, là. Mais tu sais, elle dit: «Il sort pas, hein». Elle dit: «Je peux pas te laisser sortir, je comprends pas ce qui vient de se passer. On le remet en observation, on reteste, on va pousser un petit peu les investigations». J'ai bien compris. Un autre petit coup de poing d'en face, plus petit celui-là quand même, là, c'est comme OK, c'est correct. Tu sais, il y a des situations qui sont pires, on reste. On n'a pas le choix. Une couple de jours, plus tard, ça va mieux. C'est pas parfait, mais ça va mieux. On peut repartir à la maison, un congé temporaire qu'ils appellent. Fait qu'ils te donnent pas ton OK, bye bye, tu es 100 autonome à la maison, mais on va essayer un 24-48 heures, à la maison, au plus grand bonheur de notre grande qui a vu son frère, 10 minutes, là, quand elle a pu venir en visite. Puis le jour même, le soir, on est à la maison, on lui donne à boire, puis là, on le regarde, mon chum puis moi, puis on fait comme: «Ça marche pas. Il y a ben trop de misère à respirer. Il tire, ça a pas de bon sens». Tu sais, quand les côtes, ils rentrent par en dedans à chaque respiration. Puis là, on se regarde, puis on se dit honnêtement: «Hey, ça nous tente pas de retourner à l'hôpital, là», mais on n'a pas le choix. Fait qu'on rappelle, ils nous rentrent en néo directement, puis là, parce qu'il y avait trop de up and down dans sa situation, ils disent: ben là, on va investiguer un petit peu plus. Ça marche pas. On a essayé de laisser aller, on pensait que ça allait bien, mais finalement, ça marche pas. Fait que première étape, ils font un taco, de son visage, fait qu'une imagerie qui permet d'aller voir, plus précisément, là, plus qu'une radiographie finalement, au niveau de son visage, de son nez. Pourquoi il y a de la misère à respirer? Puis, ce soir-là, il est rendu 5 heures, Lily se fait garder par des amis parce que, il avait fallu qu'on parle un petit peu avec le médecin plus tôt. On est sur notre départ de l'unité, là. On a notre manteau sur le dos, on est en train de s'en aller. On a donné à Charles son bisou pour la nuit, on revient demain matin. Puis on entend la résidente, qui, donc est l'étudiante en médecine, qui est en train de parler au téléphone juste à côté de nous, puis on devine qu'elle est en train de parler de Charles. Fait qu'elle raccroche, puis elle vient nous voir. Puis là, on a notre manteau sur le dos, on part, là. Elle dit: «Ouais, bon», elle dit: «Je viens juste de parler avec l'ORL qui nous confirme, dans le fond, que Charles, il a un syndrome d'incisive maxillaire centrale unique». Fait que là, je fais comme: «Oh, attends un petit peu, là, ça c'est allé vite ces mots-là». Puis là, je suis capable de te les dire rapidement parce qu'ils sont assimilés depuis une couple d'années. Là, je dis: «Attends un peu», je sors mon téléphone, je dis: «Redis-moi ça lentement». Puis là, je prends ça en note, puis je fais comme OK. Puis là, ben nous, on faut qu'on aille chercher Lily, on s'en va là, tu sais, il y en a une autre à la maison, faut qu'on parte. Fait qu'on s'en va, puis dans l'auto pendant, que, mon chum conduit, je fais juste taper ce nom-là dans Google et me mettre à paniquer. Fait que, on s'est fait pitcher un diagnostic littéralement dans un cadre de porte. On est parti. Puis là, c'est là que la panique a commencé pour vrai. Parce que, des syndromes d'incisive centrale, c'est pas toujours cute. Les quelques données qu'il y a sur internet sont vraiment très, très paniquantes. Puis les évolutions, puis les conditions associées qu'il peut avoir avec ça, fait que tous les autres problèmes de santé qu'ils peuvent avoir, c'est vraiment comme intense, là. Ça peut mettre le pronostic vital en vie, la qualité de vie, la capacité fonctionnelle, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire cet enfant-là. Les problématiques neurologiques peuvent être majeures. Fait qu'on est un petit peu en état de choc. On arrive chez nos amis, une amie qui travaille en recherche aussi. Bon, on est chanceux, on a accès aux bases de données médicales de par nos emplois, puis on va lire là-dessus. Pas le choix. Là, je peux pas faire autrement. Tu sais, je disais, je peux pas sortir la physio en moi, la professionnelle de la santé en moi. On va lire. Il y a pas grand-chose parce qu'on parle d'une maladie orpheline. Puis là, c'est la panique. Pas vraiment dormi cette nuit-là, ni mon chum, ni moi, on file pas bien. Quand on arrive à l'hôpital le lendemain matin, il y avait 2 médecins qui nous attendaient. Comme ils le savaient, on arrivait vers 8 heures, 8h30. Ben, il y avait 2 médecins qui nous attendaient et qui nous ont dit: «On vous attendait, papa, maman, on va s'asseoir, on va jaser». Heu et la première chose qu'ils disent, c'est: «Ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. La résidente a fait une erreur majeure de jugement en nous garochant un diagnostic
qui était pas doux, puis sans faire le suivi approprié. Fait que la première chose, c'est qu'ils s'excusent. Puis on les prend, les excuses, parce que on n'a pas eu un beau pas 24 heures, mais un beau 15 heures précédentes. Ça a été vraiment rough. Puis là, on a des questions. Là, tu sais, là on a beaucoup de questions. Euh, Puis eux autres aussi, ils ont beaucoup de questionnements. Puis là, ils nous expliquent un petit peu ce qui va se passer, tous les tests qui vont avoir lieu. Ils nous réexpliquent un peu c'est quoi le syndrome d'incisif, qui, comme tu l'as dit, c'est une maladie orpheline. Ça veut dire qu'il y a vraiment, vraiment pas beaucoup de gens qui l'ont sur la planète. Puis c'est quoi les impacts? Qu'est-ce qu'on va faire pour vérifier ça? Puis c'est quoi le plan de match en fonction des résultats de ça? Il y a beaucoup de médecins et de spécialistes qui sont passés voir Charles cette journée-là, puis qui l'ont examiné pendant qu'il était dans mes bras. Il le prenait, il me le ramenait. Je pense que c'est une des journées où j'ai le plus pleuré de ma vie. Que j'étais assise, je jasais avec le médecin, j'avais Charles dans les bras, puis l'infirmière qui était au chevet, qui était avec nous, m'essuyait les yeux puis m'aidait à me moucher, là. Tu sais, j'étais complètement dysfonctionnelle pendant un petit temps. Euh, Puis tout ça. Puis là, il y a des gens après qu'on ait raconté ça qui disaient: «Mais mon Dieu, vous auriez pu faire une plainte, par rapport au diagnostic que vous avez reçu, puis de la façon», ben pas le diagnostic, mais la façon dont on l'a reçu. C'était comme: «C'est vrai». Mais moi, un coup que, tu sais, qu'ils se sont dit: «On s'excuse vraiment, ça aurait pas dû se passer comme ça», j'ai dit: «J'imagine que l'enseignement a été fait dans ce sens-là». Cette fille-là, là, elle voulait pas mal faire, c'est sûr. Elle savait pas plus que nous, probablement, tant que ça à ce moment-là. Fait qu'il y a une erreur de pas s'être informée, mais des erreurs, ça arrive. Nous, on voulait s'assurer qu'elle ait l'accompagnement adéquat, puis probablement qu'elle va se souvenir de nous de façon plutôt claire ou plutôt floue pour le restant de sa carrière parce qu'elle a appris quelque chose à ce moment-là, puis que c'est pas juste les skills techniques qui font de nous des professionnels de la santé qui sont optimaux, mais aussi tout l'aspect de communication avec ça. Puis j'espère vraiment que ça a teinté sa pratique. Je peux pas croire autrement, en fait, dans le sens où ce qu'on veut, c'est que ça se reproduise pas. J'ai l'impression que ça peut pas avoir été autrement. Mais non, on n'a pas fait de plainte. Moi, l'important pour moi, c'était pas qu'il y ait une punition associée à ça, c'était qu'elle comprenne l'erreur qui avait été faite pour pas la reproduire, tu sais? Mais ça a été vraiment, 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 vraiment difficile. Je comprends tout à fait, mais tu sais, je trouve que tu as quand même une belle empathie là, face à cette soignante-là, parce que comme tu dis, c'est un processus d'apprentissage, puis le savoir-être, la communication, selon moi, c'est la meilleure compétence qu'un professionnel de la santé peut avoir avant toutes les habiletés techniques, les connaissances, les recherches, tout ça. Fait que, tu sais, je pense que tu as un beau pardon envers elle, puis je pense que c'est tout à fait à ton honneur parce que ça te permet aussi d'avoir moins de rancune peut-être là, par rapport à ça. Est-ce que tu as l'impression que en tant que maman, tu as pris le rôle de chef des opérations, si on veut, par rapport aux conditions médicales de tes enfants? Ce qui veut dire que, est-ce que tu t'es donné le devoir, vu que tu as des connaissances dans le milieu de la santé, d'être toujours le parent qui va être présent au rendez-vous ou des fois, tu as délégué ça à ton conjoint? Définitivement un petit peu plus, chef d'orchestre par rapport à tout ça de mon côté, ce qui empêche pas qu'il participe vraiment fréquemment puis qu'il y ait plusieurs rendez-vous où, il soit allé pour différentes raisons. Premièrement parce que, ben, mes connaissances sont un petit peu plus grandes. Il travaille dans un autre domaine, par rapport à ça. Parce que comme je disais, j'ai besoin de comprendre, de savoir où on s'en va de façon plus précise peut-être que ce que lui, est son besoin initial. Puis que j'ai beaucoup de questions. Puis je sais que, ben, c'est plus facile d'avoir les réponses à mes questions si c'est moi qui les pose par rapport à ça. Puis aussi pour des considérations techniques, comme le fait que c'était beaucoup plus facile et c'est encore beaucoup plus facile avec mon horaire de travail de concilier les différents rendez-vous qui sont tous à peu près 2 jours de semaine. Donc, de moduler mon horaire par rapport au sien ou un horaire de travail un petit peu plus conventionnel. Quoique, ces employeurs ont toujours été très compréhensifs quand il y a des rendez-vous par rapport à ça, là. Mais ça reste que c'est quand même un petit peu plus, c'est quand même facilitant de mon côté. Mais définitivement, puis je pense que, puis sans rien enlever, mais lui-même aussi est reconnaissant d'avoir, eu
au fil du temps, puis principalement avec Charles. Comme je disais, Lily, ça a bien été, puis ça a évolué dans le temps qu'il fallait, là où il fallait, où on pouvait en fait, où il fallait, c'est pas ça le bon mot, là, mais où ce qu'on pouvait espérer de mieux, en fait. On a été vraiment très, 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 très chanceux là-dedans. Puis pour Charles aussi, ultimement, mais il y a eu un petit peu plus d'affaires tricky, puis à surveiller, à valider. Puis je pense que ça a fait une différence de connaître le système, de connaître le vocabulaire, de pas avoir peur de s'exprimer aussi. Ça, je pense que c'est un avantage en fonction de ma personnalité puis de ma profession aussi. Mais c'est pas facile pour les gens. Je ne sais pas si toi tu le constates dans ton bureau, mais tu sais, moi je leur dis aux gens, tu as des questions pour ton médecin, prépare ta liste avant, écris-les dans ton cellulaire sur un papier, prends le temps de déposer puis sors pas tant que tu as pas eu les réponses aux questions pour lesquelles, tu jugeais que c'était pertinent de les demander. Prends le temps de faire ça. Mais souvent, si on fait pas cette éducation-là, les gens, ils sont gênés, ils sentent que ça va vite, que des fois, une rencontre avec un spécialiste, ça peut être 2, 3 minutes. Pas toujours, là, je généralise, là. Mais moi, ça me dérange pas de dire: «Oh, attends un petit peu, j'ai pas fini. Il me reste des choses à gérer», puis on va s'assurer de se comprendre. Fait que ça, je pense que c'est une force par rapport à ça. Puis aussi le fait de comprendre puis de devenir ben pas le chef, mais comme je le disais tantôt, un peu un intervenant pivot. Parce que je pense que pour être chef, il faut que tu saches exactement où tu t'en vas puis quelle pourrait être la prochaine décision. Puis moi, je suis pas experte en pneumo, je suis pas experte en cardio, je suis vraiment pas experte en endocrino non plus. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de domaines, il y a plusieurs spécialistes. Mais un coup qu'on me l'explique, je suis capable de garder en tête le gros du plan de match de façon quand même assez détaillée puis de rallier tous ces plans de match-là individuels ensemble, ce qui devrait être fait ultimement. Mais force est de constater qu'au fil du temps, ce ne sont pas tous les médecins qui lisent toutes les notes qu'il y a au dossier avant de nous recevoir dans le bureau. Ça peut entraîner des erreurs. Puis ça peut entraîner des petites erreurs, mais ça peut entraîner des plus grosses erreurs. Puis c'est malheureusement arrivé, Isabelle, à plus qu'une reprise où j'ai dû dire: «Oh, attends un petit peu. Là, moi, je suis pas spécialiste dans tel champ, là, mais il me semble que si je me souviens bien ce qu'elle m'a dit la semaine passée, puis si j'ai bien compris ce qu'elle m'a dit, on peut pas s'en aller vers ça avec toi pour tel plan de match parce que ça irait en contradiction avec ce qu'elle elle a dit ou sinon il y a des ajustements à faire où il faudrait que vous parliez». «Ah ouais, elle a dit ça? Ben ouvrez la note, là, d'après moi, ça doit être écrit, là, je». «Ah, ben oui, tu as raison. Oups, attends un peu, on s'en allait lui donner un médicament pour une autre condition, qui annulait l'autre médicament pour l'autre condition, puis que là, elle allait faire en sorte que, oups, il respirait peut-être plus bien, là». Fait Ouais. que, Mais on tu sais, s'entend, René, que c'est pas ta responsabilité. Tu sais, moi, c'est ça que je trouve particulier, c'est que d'être soignante et maman, ça rajoute une charge mentale. Parce que c'est comme si on se faisait le devoir de ne pas s'en faire passer parce qu'on sait que ça arrive. Tu sais, c'est comme, tu sais, ton hypervigilance, là, moi aussi, je suis comme ça. Mais c'est parce qu'on a tellement été témoin dans le système de ce type d'erreur-là qu'on se dit, ben, on veut pas que ça arrive à notre enfant, on veut pas que ça arrive à notre famille. Mais est-ce qu'on a vraiment cette responsabilité-là? Tu sais, c'est ça que je me demande. ben, on devrait pas avoir cette responsabilité-là. Cependant, on a quand même la responsabilité de nos enfants. Fait que d'y aller au mieux de nos connaissances puis de nos capacités, je pense que ça, c'est toujours un must. Mais tu l'as dit tantôt plus tôt, le parent, c'est l'expert de son enfant. Tu sais, ça, c'est quelque chose que nous, on a appris à l'université, hein. On est de la même cohorte, puis tout ça. On se l'est fait dire à plusieurs reprises dans tout ce qui avait attrait à la pédiatrie. Écoute le parent. Il va te donner beaucoup, 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 beaucoup de réponses à des questions auxquelles tu aurais peut-être même pas pensé. Puis avec ces informations-là, c'est riche. Tu vas savoir, ça va te guider, ça va te tracer une voie, ça va t'aider à donner les meilleurs soins finalement, à l'enfant qui est entre tes mains. Puis, dans le système de santé, malheureusement, j'ai pas l'impression que ça se fait tout le temps puis que ça se fait de façon optimale. On minimise souvent, des fois, je ne sais pas c'est quoi la vraie statistique, mais on minimise l'apport que le parent peut apporter. Fait que je devrais pas avoir cette responsabilité-là de porter, si on veut, le dossier de mon enfant, mais en même temps, je me sens privilégiée d'être capable de le faire puis d'avoir pu le faire parce que malheureusement, si je l'avais pas fait, il y a à quelques reprises où ça aurait pu vraiment pas bien aller. Tu
sais, des affaires plus sévères, d'autres affaires que moins, mais qu'en disant: «Mais non, moi je suis certaine, puis peut-être que je me trompe, mais j'ai vraiment l'impression que tel tube, tel matériel, ça peut pas fonctionner parce que son nez est plus étroit». Puis là, ils disent: «Non, non, mais madame, on le sait ce qu'on fait, c'est tout le temps ça qu'on utilise». Oui, je sais que c'est peut-être tout le temps ça que tu utilises, mais là, ça marche pas dans cette situation-là. Fait que moi, je viens de lever un drapeau, là. Fait que peu importe c'est quoi le numéro du tube qu'il faut utiliser, puis si j'ai raison ou pas en le disant, toi, tu as le devoir à ce moment-là d'ouvrir le dossier puis d'aller voir dans les notes antérieures avant de faire quelque chose qui peut avoir un potentiel d'être dangereux. Ben non, 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 mais laissez-nous faire. Puis là, de faire comme, non, attends un peu, je refuse le soin dans l'immédiat. Puis là, il regarde avec des gros yeux, tu sais. Mais non, je refuse le soin dans l'immédiat parce que je le sais que c'est pas la bonne chose que tu es en train de faire. Je ne suis pas l'expert, je veux pas te dire quoi faire, mais là, pas ça. Tu sais? Puis c'est tannant, c'est challengeant. Puis effectivement, ça nous met pas dans un rôle avec ces professionnels-là qui prennent soin de notre enfant à ce moment-là, ça nous met pas dans un rôle facile parce que on se dit: «Ben là, s'il est choqué après moi, s'il trouve que j'ai pas eu de bon sens, est-ce que ça va aller plus vite avec mon enfant? Est-ce qu'il va prendre le temps de faire la bonne affaire? Est-ce que» je pense que la réponse est oui, ils vont prendre le temps quand même, la très grande majorité du temps, mais on peut pas s'empêcher de garder ça en arrière aussi, là. Tu sais, on veut pas se choquer, avec eux, mais en même temps, moi, je veux que tu fasses ton travail au mieux, puis je suis capable de t'apporter des infos, mais c'est pas évident tout le temps. En même temps, ça a comme aucun sens qu'on doive toujours un peu patiner ou être sur tu sais, marcher sur des œufs en se disant: ben là, il faut que je fasse attention à ce que je dis, la façon que j'apporte telle information, non, 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 tu sais, la relation thérapeutique ne devrait pas être basée sur une espèce de fil qui est toujours un peu tendu. Fait que, tu sais, j'espère qu'on va s'améliorer collectivement pour vraiment faciliter la vie des parents qui accompagnent leurs enfants qui ont des maladies chroniques. Parce que déjà, la charge mentale qui entoure ça, la conciliation travail-famille, le stress, on en a parlé, tu sais, il y a quand même des taux de dépression qui sont significativement plus élevés chez les mamans, entre autres, là, qui accompagnent leurs enfants versus la population générale. Donc, tu sais, je pense que tous ces facteurs-là, à chaque fois qu'il y a un petit irritant ou une petite tension qui s'ajoute, ben, ça peut définitivement influencer la santé mentale de tous. Ma dernière question, là, tu as mentionné tantôt que tu étais plus flexible au niveau de ton horaire de travail que ton conjoint. Est-ce que tu as choisi ce type de modèle de travail? Toi, tu es travailleur autonome. Fait qu'est-ce que ton choix de type de travail en physio a été influencé par justement tous les rendez-vous des enfants? C'est pas la seule chose, mais c'est définitivement une des choses qui a fait en sorte que j'ai choisi de faire le saut comme travailleur autonome, puis d'avoir ma clinique, de pouvoir gérer plus facilement, mon horaire, de façon autonome. J'avais majoritairement une super belle collaboration avec les gens avec qui je travaillais avant par rapport à ça, mais ça demande quand même des ajustements. Heu, Là, après ça, comme travailleur autonome, tu as 100 d'autonomie, puis de choisir de déplacer des heures, de retrancher des heures, ben je suis la seule que ça concerne finalement, là, moi puis mon compte de banque. Fait que c'est plus facile de prendre ces décisions-là. C'est pas l'unique motivation par rapport à ça, mais c'est définitivement aidant. Si on revient là, tu sais, pour conclure là, au rôle de maman et de soignante, qu'est-ce que tu aurais envie de partager ou tu sais, quel conseil que tu donnerais à une personne qui est dans la même situation que toi, là, qui soit qui vient d'accoucher ou qui vient de recevoir un diagnostic de maladie orpheline, maladie chronique pour son enfant? Ben, c'est difficile à dire. Chaque expérience est différente. Puis je pense que ça dépend vraiment de nos personnalités, propres également. Mais c'est sûr que de s'assurer comme parents de rester bien informés au meilleur de nos connaissances, puis de suivre le dossier, de pas hésiter à poser des questions, à demander des éclaircissements pour s'assurer de bien comprendre, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est aidant. De pas hésiter aussi à le dire quand c'est trop. Quand on a besoin d'aide, quand on a besoin d'aide, d'une aide informelle à la maison, par nos proches, d'une aide formelle aussi, c'est correct parce que, tu sais, toutes les situations ne sont pas pareilles. Il y en a plusieurs qui sont difficiles. C'est demandant en temps, c'est demandant en énergie aussi, puis c'est un peu tout le temps.
Nous, on est vraiment chanceux parce que, comme je disais, ben, Liliane, on n'en parle plus de sa prématurité, là. Je veux dire, c'est derrière nous, tout a été rattrapé, il y a pas eu de séquelles, on est vraiment, vraiment, ça a vraiment très, 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 très bien été. Charles, ça va vraiment de mieux en mieux. Il y a pas de limitation au quotidien, il fait bien ses choses, il y a on a encore des suivis, on a encore mais ça va bien, ça évolue bien. C'est pas toutes les situations où il y a des maladies chroniques, des problématiques qui vont rester dans le temps où, il y a un potentiel d'évolution comme ça. Fait que là, c'est le travail d'endurance qui commence, là. C'est pas un sprint, c'est un marathon, puis c'est un marathon qui peut durer vraiment longtemps. Fait qu'il faut réussir à trouver son équilibre là-dedans, puis pour les gens autour, être dans l'ouverture aussi. Parce que ce qui est un équilibre qui est adéquat pour moi n'est peut-être pas la même chose pour toi, puis c'est correct aussi. Qu'on n'ait pas le même équilibre, qu'on n'ait pas la même endurance, la même capacité à travailler 20, 10, 30, 40 heures par semaine en parallèle de ça, qu'on ait besoin d'être plus dans notre bulle ou qu'on ait besoin de se sentir plus entouré. Tu sais, fait qu'il faut se respecter puis être dans l'ouverture pour nous-mêmes, puis pour les autres autour aussi. Mais je pense que c'est un super beau message. Fait que merci de ton partage, Renée. Je pense que ton histoire va rejoindre beaucoup de parents et de soignants. Donc, au plaisir d'être reparlé prochainement. Merci beaucoup Isabelle, ça m'a fait plaisir.